Mesdames, Messieurs, je suis Martine Ayache, la doyenne de cette faculté, et je suis très heureuse de vous accueillir dans notre maison pour cette conférence de presse qui revêt un caractère particulièrement intéressant pour nous, puisque c'est l'aboutissement de recherches qui se sont faites au sein de cette faculté par une équipe d'enseignants-chercheurs appartenant à notre communauté et qui arrive maintenant à la commercialisation d'un produit. Donc pour nous qui sommes essentiellement des pharmaciens, bien entendu, notre rêve lorsqu'on fait de la recherche, c'est d'aboutir à un médicament, à un produit qui puisse apporter quelque chose dans la santé de nos concitoyens. Alors vous êtes ici dans une salle qui est historique, hein, c'est une salle qui date essentiellement de la fin du XVIIIe siècle, qui était la salle du conseil de l'école de pharmacie qui était rue de l'Arbalète. Et cette salle a été entièrement transportée dans la faculté de pharmacie au moment où elle a été construite, c'est-à-dire en 1882. Bien entendu, cette salle a vu son état se dégrader progressivement et grâce à la générosité de la profession, on peut dire, il y a une quinzaine d'années, elle a été entièrement rénovée, ce qui nous permet vraiment de bénéficier de cette très belle salle avec à côté de nous le portrait de ceux qui nous ont précédés dans la profession, les apothicaires et les pharmaciens célèbres. Et on peut remarquer ici le tableau qui représente Parmentier avec non pas une fleur de pomme de terre mais un épi de maïs. Parmentier dont on va fêter le bicentenaire de la mort en 2013 et qui a eu un rôle très très important dans l'organisation du système de santé du pays et également qui s'est particulièrement intéressé aux problèmes de nutrition et là on revient à notre sujet. À l'heure actuelle, sur cette base de facultés historiques et de patrimoine important, et on se sent bien les héritiers de tous nos ancêtres célèbres, nous essayons d'être une faculté moderne aussi bien dans nos missions d'enseignement que dans nos missions de recherche. Ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'est bien sûr cette mission de recherche. Sachez que nous avons installé dans la faculté une trentaine d'équipes de recherche qui sont regroupées en 14 unités, dont un grand nombre ont un label CNRS ou INSERM. Et ces équipes, non seulement sont extrêmement motivées sur leurs différents sujets de recherche qui concernent les sciences biologiques et pharmaceutiques et l'interaction finalement entre des collègues qui sont plutôt fondamentalistes, chimistes, biochimistes, physiciens et des collègues qui font plus des sciences appliquées, qui sont plus biologistes. Donc tout cet ensemble permet une production scientifique qui est, dont nous sommes extrêmement fiers, permet la production tous les ans d'un certain nombre de brevets. Et nous sommes particulièrement fiers, effectivement, qu'une recherche qui a été faite dans l'unité de nutrition qui est dirigée par Luc Sinobert, que les travaux, en partie dirigés par Christophe Moinard, puissent aboutir à une découverte qui, nous l'espérons, va permettre d'améliorer la santé de nos concitoyens. Donc, une faculté historique, des racines dont nous sommes fiers, mais une faculté moderne, avec une recherche qui est très très productive et la formation de très nombreux docteurs en pharmacie. Il y en a 300 qui sortent chaque année, mais pas seulement des docteurs en pharmacie. On forme aussi de jeunes scientifiques aux sciences du médicament, jeunes scientifiques qui, avec nos docteurs en pharmacie, vont trouver des débouchés, bien sûr, qui sont extrêmement intéressants dans le domaine
de l'industrie pharmaceutique, de la recherche et des aspects plus classiques du métier, comme l'officine ou bien la biologie médicale. Pour terminer, avant de rentrer dans le vif du sujet et de passer la parole à Lucie Nobert, je voudrais simplement vous dire que nous avançons toujours pour essayer d'être plus productifs, plus modernes, et nous avons eu la chance d'être sélectionnés dans le cadre du plan Campus. Et dans le cadre de ce plan Campus, il va y avoir une rénovation de la faculté absolument énorme, gigantesque. Et cette rénovation qui va se faire sur les 10 ans à venir, on va dire, va permettre non seulement d'améliorer la situation pour nos étudiants, pour notre administration, pour l'accueil qu'on peut avoir vis-à-vis des étudiants, mais également, je l'espère, va permettre réellement l'ouverture d'un centre de recherche pharmaceutique avec des bâtiments adapté à la recherche moderne, et nous espérons que ce centre de recherche pharmaceutique, qui aura une surface agrandie par rapport à ce dont nous disposons, permettra de regrouper les équipes de recherche, leur permettra de mieux communiquer encore entre elles, et j'espère d'être encore plus productives qu'elles ne le sont à l'heure actuelle. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'être parmi nous ce matin. Je crois que c'est à Luc que je passe la parole, c'est ça? Donc je passe la parole au professeur Lucie Nobert. Merci beaucoup, Madame la doyenne. C'est réellement un grand plaisir, un grand bonheur de travailler dans cette faculté, dans un environnement extrêmement stimulant, avec en particulier, je voudrais insister, je crois que tu ne l'as pas mentionné, le fait qu'il y a eu une fédération de la recherche sous forme d'un institut du médicament, de la toxicologie, de la chimie, qui permet vraiment d'avoir une taille critique et une force de frappe qui est tout à fait considérable, jouant sur notre multidisciplinarité à nous les pharmaciens. Donc en fait, cette présentation, j'aurais dû l'appeler le vieillissement, le vieillissement musculaire et ses conséquences. En effet, on a deux grands groupes de problématiques à l'heure actuelle qui méritent d'être discutées. D'une part, l'impact économique de l'augmentation, j'ai mis de la longévité, mais ça devrait être plutôt de la durée de vie. Et puis, ce lien que l'on fait entre l'alimentation, la qualité de vie, la santé, où on peut discuter s'il faut manger moins, s'il faut manger plus ou s'il faut manger mieux. Ce film, qui date des années 1980, vous l'avez peut-être vu, Minority Report. C'est un juge qui, à l'aide de mutants, arrête les criminels avant que le crime ne soit commis. C'est pas ça qui est important. Il y a deux choses importantes dans cette diapositive. C'est que d'abord, l'action du film se situe en 2050, et 2050 pour ceux qui s'occupent de tout ce qui est sociologie, statistique des populations, c'est une date clé. L'autre élément, c'est cette photo. Vous voyez, Tom Hanks s'apprête à arrêter le criminel avant qu'il ait fait son crime. Cette diapo montre très bien que ces dernières années, au moins, on n'a pas bien pris en compte ce qui nous attendait avec le vieillissement de la population. Parce que en 2050, il y aura probablement plus ce genre d'artefacts avec les enfants qui seront devenus rares. Là, ça ne sera pas des jeunes adultes, mais des seniors de 70 ans qui seront en train de faire leur jogging. Et là, on ne voit pas bien, mais ce sont des adultes qui gardent des enfants. Et ben, ça sera des seniors de 70 ans qui garderont des seniors de 80 ou 90 ans, et toute notre société occidentale sera comme cela. En fait, on est face à une situation extrêmement déséquilibrée, avec d'un côté une longévité qui augmente. Alors j'ai fait une bibliographie assez ancienne, vous voyez que c'est pas vraiment nouveau, mais c'est un phénomène qui est surestimé pour différentes raisons. D'abord, dans de nombreux pays, il n'existait pas, même à l'heure actuelle, les registres sont incomplets, des raisons sociétales, tribales, le respect du pouvoir. Le chef, c'est le vieux, en général. Des raisons politiques, Staline, c'est la promotion de la qualité de vie, du mode de vie des Géorgiens.
Et puis, ça peut être aussi un problème de statistique parce qu'on comprend que plus il y a de personnes qui atteignent l'âge de 90 ans, plus il y a de chances que quelqu'un arrive à 110. Donc, une pression statistique sur le vieillissement général de la population. Alors, en face de cela, natalité qui généralement diminue, voire s'effondre dans la plupart des pays développés, et même en voie de développement au fur et à mesure que les gens, et en particulier les femmes, arrivent à l'éducation. Et le résultat de tout ça est qu'en 1950, il y avait seulement 200 centenaires, et vous voyez, en 2050, il y en aura 150 000. 150 000 centenaires. Et bien sûr, il faudra prendre en charge cette population. Plus de 35% de la population en 2050 aura plus de 65 ans. Alors quand on vieillit, on grossit un petit peu. Pas tant que ça, mais on grossit un petit peu. Tout le monde sait ça. Le vrai problème est que, en fait, on grossit de façon inégale puisqu'on prend de la masse grasse et on perd de la masse maigre, on perd du muscle. Et c'est cela que l'on appelle, qu'on discutera, Christophe derrière moi discutera, que l'on appelle la sarcopénie. Et on le voit bien sur ce cliché radiologique. À gauche, vous avez une section de muscle, ici, pardon, à droite, une section de muscle d'un sujet adulte jeune. Vous voyez qu'il y a une forte masse musculaire et puis autour, un petit peu de masse grasse, pas énormément. Là, chez la personne âgée, au-dessus de l'ordre de 80 ans, je pense, eh bien, la masse musculaire, la masse maigre s'est rétractée et a été envahie par de la masse grasse. Voilà, ça c'est la sarcopénie. Cette sarcopénie, elle augmente de façon tout à fait importante la fréquence des chutes et la dépendance, et ceci génère une augmentation des dépenses de santé. Donc la sarcopénie est un danger majeur de santé publique. Et cela dans un contexte où vous connaissez ce genre de figure, 100 milliards d'euros de déficit cumulé, donc de l'assurance sociale, qui fait que ça devient totalement intenable, et c'est un problème majeur politique et de société. Et cela explique très bien, et Arnaud Badevant le disait très récemment dans une réunion de Médicène, que finalement, on a une pression et un intérêt pour des solutions thérapeutiques non médicamenteuses, parce que, du coup, elles échapperont à la nécessité d'un remboursement par les assurances sociales. Et donc, c'est, je pense, dans ce contexte que s'inscrit le produit, la citrulline, dont on va vous parler aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc, comme le disait effectivement Luc, le déclin musculaire lié à l'âge est un phénomène quasi irréversible, inéluctable, avec effectivement des conséquences économiques et sur la qualité de vie personne qui sont absolument considérables. Alors, si on essaye très rapidement de faire un petit tour, j'allais dire, de qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour essayer de préserver sa masse musculaire. Et quand on regarde un petit peu les données disponibles, bien, certaines personnes ont essayé les régimes hyperprotéiques qui peuvent avoir un effet. Le gros souci, c'est que la compliance est relativement faible. Et puis, ce genre de régime induit une satiété qui finalement conduit à une diminution de la prise alimentaire. Quand on regarde une autre technique qui a été développée, ce qu'on appelle le régime pulsé, c'est un petit peu le même principe que les régimes hyperprotéiques, mais cette fois-ci, on va condenser 80% de l'apport protéique sur un seul repas, le but étant d'essayer de forcer, j'allais dire, la disponibilité en acides aminés en périphérie.